Bonjour, donc aujourd'hui on va voir ensemble l'exploration biochimique du pancréas exocrine. Donc les objectifs du cours sont la connaissance du rôle du pancréas, la composition de son suc et la régulation de sa sécrétion, les moyens d'exploration biochimique de cette fonction exocrine, ainsi qu'un aperçu sur les pathologies liées à un dysfonctionnement du pancréas exocrine. Donc le pancréas est une petite glande qui est située dans la région épigastrique gauche. Donc qui dit une glande, ça veut dire on pense à une production, à une synthèse, production d'hormones. Cette glande, elle s'ébauche dans le duodénum. Donc, il a un double rôle exocrine, rôle endocrine. Le rôle endocrine donc, concerne la sécrétion justement des hormones, notamment l'insuline, glucagon, somatostatine dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans la circulation sanguine. Donc, ils sont impliqués dans la régulation du métabolisme. Contrairement à la fonction exocrine, qui est l'intitulé de ce cours, c'est la sécrétion dans le milieu extérieur du suc pancréatique, qui est constitué d'enzymes, d'eau et d'électrolytes. Donc, ce suc, il est sécrété dans le duodénum. Donc, dans l'intérêt, c'est d'assurer la digestion et l'absorption des aliments. Donc, le rôle du pancréas exocrine, il permet la digestion des macromolécules grâce à la sécrétion des enzymes et neutralise l'acidité gastrique grâce à la sécrétion d'eau et d'électrolytes, notamment les bicarbonates. Donc, l'unité fonctionnelle du pancréas, c'est l'acinie. Donc, l'acinie, elle est constituée de cellules centroacineuses impliquées dans la sécrétion d'eau et du bicarbonate, et les cellules acineuses qui renferment des grains de zymogènes qui contiennent les enzymes et proenzymes. Donc voilà les cellules les cellules acineuses et les cellules centroacineuses. Acineuses impliquées dans la sécrétion d'enzymes, ils contiennent des grains de zymogènes. Pourquoi les grains de zymogènes? Parce que tout simplement, ces enzymes sont synthétisées, sécrétées, stockées dans ces zymogènes sous forme inactive. Et les cellules centroacineuses sont impliquées dans la sécrétion d'eau et d'électrolytes. Donc, ce suc, c'est un liquide incolore, aqueux et alcalin, pH 8. Donc, c'est pour ça qu'il assure la neutralisation de l'acidité gastrique, isotonique au plasma, constitué d'eau, d'électrolytes et d'enzymes. Donc, sa production se fait de façon discontinue, donc liée à des stimulus. Donc, il y a une régulation, une stimulation et une inhibition de la sécrétion du suc pancréatique. Donc, ce suc, il renferme 4 types d'enzymes, des enzymes protéolytiques, des enzymes lipolytiques, protéolytiques pour la dégradation, la digestion des protéines, lipolytiques pour les lipides, des nucléases pour les acides nucléiques et amylolytiques pour tout ce qui est d'origine glucidique. Donc, ces enzymes du suc, donc on a dit qu'ils sont sécrétés, stockés dans des zymogènes, des graines de zymogènes sous forme inactive. Donc, ce sont des proenzymes. Et on a dit que le pancréas exocrine s'ébauche dans le duodénum. Donc, dans le duodénum, à pH 6, 7, donc une entérokinase. Donc, l'entérokinase, donc enzyme qui se trouve dans la lumière duodénale, donc à pH optimal 6 à 7. Donc, elle va entraîner l'activation de la trypsinogène en trypsine. Donc, cette dernière, une fois activée, elle va déclencher une cascade d'activation des autres
proenzymes, donc qui deviennent ainsi activés. Donc, cette inactivation des enzymes, elle est très importante et d'ailleurs, l'organisme, il possède des moyens de protection contre l'activation inappropriée des proenzymes. C'est-à-dire que l'organisme, il possède 4 mécanismes pour éviter une activation inappropriée, inadéquate des proenzymes. Ils s'activent uniquement en cas de besoin. Donc, la protection pancréatique contre l'activation inappropriée se fait par suite. Donc, la trypsine, elle est activée uniquement au niveau du duodénum, donc elle ne peut pas s'activer ailleurs. Donc, les enzymes sont sécrétées sous forme de proenzymes inactifs, donc sont synthétisées dès le début sous forme inactive. Donc, la présence des inhibiteurs de protéases plasmatiques, tels que les alpha-1 antitrypsine et les alpha-2 macroglobulines, et la présence aussi des inhibiteurs sécrétoires pancréatiques de trypsine hépatique. C'est un facteur hépatique qui évite l'activation, inhibe la sécrétion pancréatique de la trypsine et son activation. Donc, ce sucre pancréatique, il est sous contrôle. On a dit que la production, elle est discontinue, sous contrôle lié à la présence de stimulation. Il y a un contrôle nerveux et un contrôle hormonal. Donc, le contrôle nerveux, le système parasympathique, il augmente les sécrétions, le système sympathique diminue les sécrétions. Contrairement au contrôle hormonal, donc il est sous contrôle de 2 hormones, donc intestinales, qui sont la sécrétine et la cholécytokinine. Donc, il y a toujours, il faut noter que malgré que la production, elle se fait de façon discontinue, elle est liée à des stimulus, mais quand même, il y a une sécrétion basale continue et faible, ce qu'on appelle la voie constitutive. Il y a une sécrétion qui est régulée, qui est en réponse au repas. Donc, elle passe par 3 phases, une phase céphalique, une phase gastrique et une phase intestinale. Donc, la phase céphalique, on assiste à une sécrétion de 20% du sucre, la phase gastrique, 5 à 10% du sucre, et la phase intestinale, qui est la phase la plus importante, on assiste à une sécrétion de 70 à 80% de la sécrétion. La phase céphalique. La phase céphalique, donc sous l'action de la vue, l'odorat, la mastication, c'est ce qu'on appelle le repas fictif. Donc, il y aura une stimulation du nerf vague qui, à son tour, stimule la sécrétion enzymatique et hydrobicarbonatée du pancréas exocrine. Cette stimulation, elle est faible, elle est de l'ordre de 20%. Donc, n'oublie pas que ce repas fictif, il stimule à son tour l'estomac, qui stimule ainsi la sécrétion pancréatique. Donc, un repas fictif, il stimule la sécrétion du sucre pancréatique à l'ordre de 20%, soit directement par stimulation du nerf vague, soit indirectement suite à une stimulation gastrique, de la sécrétion gastrique. Donc, la phase gastrique, c'est lorsque le repas il arrive à l'estomac. Donc, la distension du fundus, la distension de l'antre, donc ces mouvements, ils vont stimuler directement la sécrétion du sucre pancréatique et principalement la sécrétion enzymatique. Sans oublier la libération du sucre gastrique riche en protons. Donc, lorsqu'il y a une libération du sucre gastrique très riche en H+, ça veut dire l'acidité gastrique. Et parmi les rôles du pancréas exocrine, on a dit qu'il neutralise l'acidité gastrique. Donc, le fait que le sucre gastrique devient très acide, donc ça va stimuler encore le pancréas à produire le sucre pancréatique. La phase intestinale, c'est le site majeur de la régulation pancréatique, ce contrôle de 2 hormones, la sécrétine et la cholécytokinine ou procréosimine. Donc, l'arrivée dans l'intestin d'un repas riche en protéines, en acides aminés et en graisses stimule la sécrétion de la cholécytokinine par les cellules duodénales, par la muqueuse
duodénal. Donc, la cholécytokine, elle va stimuler directement les cellules acineuses pour produire les enzymes pancréatiques. Et elle va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'acidité et le suc gastrique. Donc, la cholécytokine, c'est une hormone synthétisée par les cellules intestinales, les cellules de la muqueuse intestinale. Donc, elle est stimulée par un repas riche en protéines, en acides aminés et en graisses. Elle va stimuler directement les cellules acineuses, donc pour produire des enzymes pancréatiques. Donc, et elle va exercer, une fois synthétisée et sécrétée, elle va exercer un rétrocontrôle négatif sur le suc gastrique. Donc, la sécrétine, qui est synthétisée par les cellules S intestinales, donc elle est stimulée par l'acidité gastrique et par un repas riche en graisse. Donc, quel est le mécanisme d'action de cette hormone? Donc, elle va stimuler le nerf vague qui stimule à son tour les cellules centro-acineuses qui vont produire les bicarbonates. Et les bicarbonates vont exercer un rétrocontrôle négatif sur la synthèse de la sécrétine. Elle-même, elle exerce un rétrocontrôle négatif sur l'acidité gastrique. Donc, l'arrivée d'un repas riche en graisse avec l'acidité gastrique stimule la sécrétion de la sécrétine. La sécrétine, elle va stimuler les cellules centro-acineuses indirectement via le nerf vague et elle va exercer un rétrocontrôle sur l'acidité gastrique. Donc, une fois les cellules centro-acineuses sont stimulées par le nerf vague, vont produire des bicarbonates et les bicarbonates vont bloquer la sécrétine. Donc, la sécrétine, elle potentialise l'effet de la cholécytokine. Donc, par la suite, on va passer à l'exploration biochimique. Donc, grosso modo, le pancréas, c'est une glande située dans l'épigastre gauche. Elle a un double rôle, un rôle endocrine, donc impliqué dans la régulation du métabolisme, donc via des cellules endocrines, et un rôle exocrine, donc c'est la synthèse du sucre pancréatique constitué d'enzymes, d'eau et d'électrolytes, impliqué dans la digestion et l'absorption. Donc, ce sucre, il est constitué, on a dit, d'enzymes. Il y a plusieurs catégories d'enzymes. La chose la plus importante, c'est que ces enzymes sont synthétisées et stockées dans des graines de zymogènes sous forme inactive. Donc, sous forme inactive. Donc, sous forme inactive. Donc, cette inactivation, donc, cette inactivation, elle est importante pour éviter donc une activation inappropriée et une autodigestion du pancréas. Donc, il y a 4 mécanismes. Le fait que la sécrétion, elle se fait sous forme, la synthèse se fait sous forme inactive, que la trypsine, elle ne peut pas s'activer sauf au niveau du duodénum, ainsi que la présence des antiprotéases plasmatiques et des facteurs hépatiques. C'est la chose la plus importante. Donc, par la suite, l'autre point qui est le plus important, c'est la chose la plus importante aussi, c'est le mécanisme de régulation de la sécrétion pancréatique, du sucre pancréatique, qui passe par 3 phases, une phase céphalique, une phase gastrique et une phase intestinale. Donc, la phase gastrique, céphalique, pardon, c'est par le repas digestif. La phase gastrique, c'est les distensions de fundus et de l'antre. Et la phase intestinale, c'est sous contrôle hormonal de la cholécytokinine et la sécrétine. Donc, maintenant, on va passer à l'exploration biochimique. Quels sont les moyens biochimiques utilisés donc, en cas de dysfonctionnement du pancréas exocrine, comment on peut détecter un dysfonctionnement. Très bien. Donc, l'exploration, elle peut se faire sur le suc pancréatique, exploration sanguine
et urinaire et une exploration sur les selles. Donc, sur le suc pancréatique, donc, ça consiste à recueillir les sécrétions pancréatiques après intubation et stimulation hormonale exogène. Donc, on va stimuler la sécrétion de la polycythochémie sécrétine et on va par la suite analyser le débit, la composition du suc pancréatique. Donc, c'est une exploration qui est longue, délicate et pénible, qui n'est pas utilisée. Donc, c'est un test de référence malgré ça pour la mise en évidence d'une insuffisance pancréatique. Les dosages sanguins et urinaires. Les dosages sanguins et urinaires sont les plus importants parce que ce sont les plus pratiqués. Donc, on va faire un dosage de l'amylase, un dosage de la lipase. Ce sont les deux enzymes qui sont utilisées pour l'exploration du pancréas exocrine, amylase et lipase. L'amylase, c'est une enzyme libérée, une des enzymes du suc pancréatique, qui peut être aussi libérée par d'autres organes, notamment les glandes salivaires, l'intestin grêle, les voies urogénitales. Donc, du coup, il y a 5 isoenzymes qui ont la même séquence en acide aminé, même poids moléculaire, mais diffèrent par leur glycosylation et leur migration électrolytique, donc une propriété physico-chimique. Donc, l'amylase, ce dosage de l'amylase, c'est un test d'urgence, donc qui peut se faire sur le sang et sur les urines, contrairement à la lipase, donc qui se fait uniquement dans le sang. Donc l'amylase, elle est dosée dans le sang et dans les urines. La lipase est dosée uniquement dans le sang. Donc on revient à l'amylase, qui est une des enzymes du suc pancréatique. Donc son dosage constitue un test d'urgence. Donc le sang veineux, donc recueilli sur tube sec ou éparinate de lithium, ou bien les urines fraîchement émises. En cas de conservation, donc si on va différer le dosage dans les urines, donc on doit ramener le pH à 7 pour s'assurer que l'amylase reste stable. Donc, je répète, le dosage sanguin et urinaire pour faire l'exploration du pancréas exocrine consiste en dosage de l'amylase et de la lipase. L'amylase est l'une des enzymes du sucre pancréatique. On peut faire le dosage soit dans le sang, soit dans les urines. Donc, le sang veineux replié sur tube sec ou éparinate, dans le sérum ou dans le plasma épariné, ou bien dans les urines. Une note très importante, c'est que les urines, si on va faire un dosage différé, ça veut dire si on va conserver les urines, on doit ramener le pH à 7 pour assurer la conservation de l'enzyme qui est l'amylase. Donc, dosage de l'amylase toujours. La méthode de dosage, c'est une méthode enzymatique, colorimétrique, cinétique. Donc, dosage colorimétrique, enzymatique et cinétique. Donc, qui dit enzymatique, ça veut dire on va utiliser des enzymes. Donc, en réalité, ici, c'est l'enzyme qui est dosée. C'est l'activité enzymatique de l'amylase qui est dosée. Colorimétrique, ça veut dire que le produit final dont on va mesurer la densité optique, il est coloré. Cinétique, ça veut dire qu'on va suivre une cinétique, une vitesse soit d'apparition, soit de disparition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode de dosage enzymatique colorimétrique est cinétique. Donc, on va utiliser un substrat qui va être hydrolysé par l'amylase. Et les produits de l'hydrolyse vont donner un produit coloré. Donc, voilà.
on va utiliser un substrat qui va être hydrolysé par l'amylase. Donc, les produits de cette hydrolyse sous l'action de l'alpha-glucosidase vont donner naissance au paranitrophénol plus glucose. Le paranitrophénol, c'est un produit coloré en jaune, j'insiste, coloré en jaune, donc, dont on va mesurer l'augmentation de l'absorbance à 409 nanomètres. Donc, c'est une méthode enzymatique colorimétrique, donc enzymatique parce qu'il y a des enzymes, colorimétrique, le paranitrophénol, il est coloré en jaune, donc cinétique parce qu'on va suivre la cinétique d'apparition du produit à 409 nanomètres, donc cinétique visible parce que c'est une couleur croissante, donc croissante, donc ça veut dire il y a une augmentation de l'absorbance. La méthode de dosage, l'autre méthode de dosage qui peut être utilisée, c'est l'enzymatique. UV. UV, ça veut dire que le produit qu'on va suivre, la cinétique, absorbe à 340 nanomètres. Donc, c'est le même principe. On va utiliser un substrat qui va être hydrolysé par l'amylase et les produits de cette hydrolyse vont subir plusieurs réactions. Donc, deuxième hydrolyse, mutation et par la suite, sous l'action de la glucose 6-phosphatase déshydrogénase, ça va donner naissance au NADH+. Donc, on va suivre la vitesse de formation du NADH+, qui est proportionnelle à l'activité de l'alpha-amylase à 340 nanomètres. Donc, c'est une méthode enzymatique, cinétique, UV, toujours croissante. Ce qu'il faut retenir, que l'amylase, elle peut être dosée dans le sang ou dans les urines, sérum au plasma, dans les urines fraîchement émises, par deux méthodes. Soit une méthode enzymatique, colorimétrique, cinétique, soit une méthode enzymatique, cinétique, UV. Donc, il y a deux valeurs normales, une valeur pour le sérum entre 28 et 100 et dans les urines inférieures à 460 unités internationales. Donc, l'hyperamylasémie s'observe beaucoup plus dans les pancréatites aiguës. Donc, l'amylasémie, elle doit être toujours complétée par l'amylasurie, car l'amylase est éliminée par les urines avec un décalage des signes urinaires de 6 à 12 heures. Ça veut dire quoi? Donc, si l'amylase augmente dans le sang, donc l'amylasémie augmente, donc dans les urines, elle va augmenter aussi, donc parce qu'elle est éliminée par voie urinaire, mais après 6 à 12 heures. Entre 6 à 12 heures, ça veut dire si on trouve l'amylasémie élevée, donc on doit attendre 6 à 12 heures pour la doser dans les urines pour confirmer l'augmentation. Donc, une amylasémie élevée ne signifie pas systématiquement une amylasurie aussi élevée. Il faut prendre en considération le décalage des signes urinaires. Donc, toujours dans le cadre de dosage de l'amylase, donc l'hyperamylasémie et l'hyperamylasurie sont moins spécifiques. جماعة واش صار؟ Je sais pas si حالتنا وحالنا مش مستقص تكتب حتى كونيكسيون كتبقوا فيا Je dois à chaque fois faire اجهطاج الواحد لازم تكليكي ادمتر يقعدوا اون اتون قاعدين يبعثوا لي في الميساج باللي لازم à chaque fois je vérifie. Bien sûr, oui. C'est bon. Donc, on continue.
Donc, toujours dans le cadre du dosage de l'amylase, donc l'amylase, elle est moins spécifique et moins sensible. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, euh, on a dit qu'il y a 5 isoenzymes. Donc, 5 isoenzymes, elle peut être sécrétée par plusieurs organes, c'est pour ça qu'elle est moins spécifique et moins sensible. Aussi, elle peut être augmentée dans d'autres situations pathologiques, notamment les parotides, les perforations du cercle gastro-intestinal, l'occlusion intestinale haute, lithiase biliaire, rupture de grossesse extra-utérine. Ce sont d'autres pathologiques, donc extra-pancréatiques, qui peuvent entraîner l'augmentation de l'amylase et urinaire. Donc, une augmentation de l'amylasémie peut aussi traduire un défaut d'élimination rénale par diminution de la filtration glomérulaire, donc c'est ce qui se traduit par amylasurie basse. Donc, c'est-à-dire, si on dose l'amylase sanguine, on la trouve élevée. Donc, ceci ne signifie pas que l'amylase urinaire, elle est systématiquement élevée. Déjà, il y a le point de décalage des signes urinaires de 6 à 12 heures. Donc, on doit prendre en considération cette notion. Il y a aussi le problème de filtration glomérulaire. Si le patient il souffre d'un défaut d'élimination urinaire, de filtration glomérulaire principalement, dans ce cas-là, l'amylase urinaire, elle se retrouve basse. Donc, elle peut nous orienter aussi vers un problème urinaire. Donc, le dosage de la lipase, c'est la deuxième enzyme. La lipase pancréatique, c'est la plus importante, fonctionne en présence d'un cofacteur d'origine protéidique qui est la colipase. Elle dégrade les triglycérides du contenu intestinal en diglycérides puis en monoglycérides. Très bien. Donc, cette lipase, elle peut être dosée uniquement dans le sang, donc qui est repliée sur tube sec ou hyparinate de lithium. Donc, une remarque très importante, que les anticoagulants qui forment des complexes avec le calcium, comme le DTA, le citrate, le fluorure, interfèrent avec le dosage. Ils ne doivent pas donc être utilisés. Donc, les anticoagulants à proscrire sont le DTA, le citrate et le fluorure. C'est tout anticoagulant qui peut complexer le calcium. Le dosage de la lipase, il se fait par une méthode enzymatique, colorimétrique, cinétique. Enzymatique, colorimétrique et cinétique. C'est le même principe que le dosage de l'amylase. Donc, on va utiliser un substrat, donc, qui va être dégradé par la lipase en présence de colipase, le cofacteur. Les produits de dégradation, donc à pH alcalin, il va se dégrader spontanément en méthylrésorifine qui est coloré en rouge. L'intensité de couleur est directement proportionnelle à l'activité de la lipase. Donc, on va mesurer l'augmentation de l'absorbance à 583 nanomètres. Donc, c'est une méthode enzymatique parce qu'on utilise la lipase, colorimétrique, les produits qu'on va mesurer d'absorbance et de couleur rouge, cinétique parce qu'on va suivre l'augmentation de l'absorbance à 583 nanomètres. Donc, c'est une cinétique croissante. Donc, le dosage de la lipase aussi, comme l'amylase, c'est un test d'urgence. La valeur normale entre 13 et 60 dans le sérum ou dans le plasma. Les hyperlipasémies, donc les pancréatites, s'observent aussi dans les pancréatites aiguës. La lipasémie est plus spécifique que l'amylasémie. Donc ça, c'est clair parce que la lipase, elle est produite uniquement par le pancréas, contrairement à l'amylase qui peut être produite par d'autres organes.
Donc, les hyperlipasémies s'observent dans d'autres pathologies, notamment les pancréatites chroniques, le cancer du tête de pancréas, les atteintes hépatiques et les hypolipasémies dans les premiers mois de grossesse, les maladies infectieuses et l'évolution du diabète. Les tests de surcharge aussi, ce sont des tests utilisés, sanguins et urinaires, utilisés pour explorer le pancréas exocrine. Ils permettent de pallier aux inconvénients de tests directs. On donne aux patients un substrat qui devant être digéré par les enzymes pancréatiques et on réalise des mesures dans le plasma et dans les urines. Donc, on a le test de dilorate de fluoricine et le test de N-benzyl L-tyrosyl para-aminobenzoïque. Donc, le dilorate, c'est un substrat lipidique. Le PABA, c'est un substrat protéique. Normalement, une fois ingérés, ils vont être digérés suite à l'action des enzymes pancréatiques. Donc, le dilorate sous l'action de l'estérase, donc ça donne la fluoricine, et le N-benzyl tyrosyl PABA sous l'action de la chymotrypsine, ça donne le PABA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va doser ces deux produits dans les urines. Et l'interprétation est basée sur la comparaison entre la quantité excrétée et la quantité ingérée. Donc, en calculant un rapport, la quantité excrétée sur la quantité ingérée. Donc, un rapport de fluoricine sur dilorate supérieur à 30%, c'est faire dans le cas normal. Un rapport inférieur à 20%, c'est une insuffisance pancréatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enzyme pour ingérer le dilorate de fluoricine. Dans le cas de PABA, un rapport inférieur à 50% signifie qu'il y a une diminution de 20% de la sécrétion pancréatique. Mesure des graisses fécales, c'est les tests fécaux. Donc, elle est réalisée sur 3 jours successifs après un apport lipidique suffisant de 70 à 100 grammes par 24 heures. Donc, chez un sujet normal, même après cet apport lipidique, les graisses fécales sont inférieures à 5 grammes par 24 heures. Chez un sujet avec stéatorée, on trouve un taux supérieur à 5 grammes par 24 heures, qui peut être dû soit à une insuffisance pancréatique ou malabsorption intestinale. C'est-à-dire, soit le sujet, le patient, ne digère pas les lipides, il n'y a pas d'enzyme pour dégrader les lipides, il n'y a pas d'enzyme lipolytique, soit même en présence d'enzymes lipolytiques, il n'arrive pas à les absorber à travers la membrane intestinale. Donc, pour faire le diagnostic différentiel, on utilise donc des tests isotopiques, la trioléine 131 et l'acide oléique. Donc, la trioléine et l'acide oléique vont permettre de faire le diagnostic différentiel. Donc, trioléine, donc 3 acides gras qui doivent être d'abord digérés puis absorbés. Contrairement à l'acide oléique, l'ingestion de l'acide oléique, ça passe directement vers l'absorption. Donc, si le patient bloque avec l'acide trioléine, la trioléine, ça veut dire qu'il n'arrive pas à le digérer. Donc, on assiste à une stéatorée. Si on lui donne l'acide oléique, la stéatorée persiste, ça veut dire que c'est un phénomène de malabsorption. Donc, la stéatorée s'observe avec les deux tests, c'est une malabsorption. Donc, si la stéatorée s'observe uniquement avec la trioléine, donc c'est un problème de digestion, c'est un problème d'insuffisance pancréatique. Donc, les pathologies qui sont liées au pancréas exocrine, c'est les pancréatites, l'insuffisance pancréatique, la mucoviscidose et le cancer du pancréas. La pancréatite et l'insuffisance pancréatique sont les deux pathologies les plus importantes. Donc, la pancréatite, c'est une inflammation du pancréas associée à une lésion cellulaire. Donc, libération des protéases pancréatiques qui vont entraîner une autodigestion et une pancréatite, donc une activation inappropriée des enzymes. Elle se produit dans un spectre de gravité et un spectre de durée. Et la mortalité, elle est de l'ordre de 2 à 5%. Le début, il est brutal. La douleur, elle est quasi constante. Il y a une irradiation dorsale transfixante. Elle est de type crampe associée à une fièvre. Donc, nausées, vomissements, ictères,
et d'autres signes, voire l'hémorragie. Le diagnostic positif repose sur l'association des signes cliniques et biologiques et radiologiques, donc l'association de la douleur typique et l'élévation significative de la lipasémie, donc 3 fois la normale. Donc, signes cliniques qui sont la douleur typique, plus augmentation de la lipase 3 fois normale. Donc, ceci signifie une pancréatite aiguë, bien sûr. Donc, elle se caractérise par une augmentation de l'amylase et de la lipase, donc avec une cinétique très spécifique, donc qui concerne l'amylasémie, l'amylasurie, lipasémie, avec un début, un pic et une normalisation. C'est l'autre raison pour laquelle la lipase est le meilleur indicateur, parce que tout simplement, elle se caractérise par un pic précoce et une normalisation retardée, ce qui permet un diagnostic rétrospectif. Donc, plus elle associe d'autres variations biologiques, notamment la glycémie, la transaminase, LDH, la calcémie, et aussi l'augmentation des leucocytes. Donc, l'insuffisance pancréatique, donc c'est un déficit sécrétoire lié à une distribution progressive du parenchyme pancréatique, une obstruction des canaux pancréatiques, ou bien à la combinaison des deux processus, ce qui entraîne une malabsorption. Donc, l'insuffisance pancréatique constitue en fait, et non pas une maladie, mais un état pathologique. Elle est souvent associée à des maladies comme les tumeurs pancréatiques, la pancréatite chronique, la mucoviscidose. L'insuffisance pancréatique signifie stéatorée, associée à une stéatorie, amaigrissement, déficit en vitamines liposolubles. Donc, voilà, c'est les deux pathologies les plus importantes. Les autres pathologies, donc, les autres pathologies donc, sont disponibles sur le PDF sur le blog. Vous pouvez les consulter. Mais les deux pathologies les plus importantes, c'est bien la pancréatite aiguë et l'insuffisance pancréatique. Donc, la pancréatite aiguë, donc, c'est une inflammation, et l'insuffisance pancréatique, c'est un état pathologique qui va conduire à une malabsorption. Donc, ça, c'est le résumé du cours. Le cours complet, toujours, il est disponible sur le blog. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, donc avant de terminer, clôturer le cours. C'est trop rapide parce qu'on est limité dans le temps. C'est 30 minutes. Il n'y a plus le son, il n'y a plus la connexion, c'est par défaut. Par défaut de connexion au niveau du département. On a commencé à 13h30. Les deux parties les plus importantes, c'est la régulation du pancréas, c'est la régulation de sécrétion du sucre pancréatique et l'exploration, bien sûr. La première partie, elle est très claire, aussi bien sur le résumé d'aujourd'hui que sur le cours qui est disponible dans le blog. Il reste 1 minute avant que... Elle est disponible sur le blog avec plus de détails. Cette présentation, ces diapos sont uniquement un résumé des diapos qui sont disponibles sur le blog. Il faut juste réviser le cours. Donc, toutes les informations sont disponibles sur les diapos. Il reste moins d'1 minute. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.